Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plein Potentiel, podcast où je m'entretiens avec des personnes inspirantes sur leur parcours ainsi que différents sujets reliés à la réussite, au développement personnel et à la préparation mentale. Merci d'être à l'écoute. Avant de vous parler de mon invité du jour, petite annonce pour vous dire que je serai du côté du Festipod le 21 mars. Le Festipod, c'est le premier festival de podcast québécois et je présenterai donc mon podcast devant public. Ce sera aussi diffusé sur la page Facebook du Festipod et ça va avoir lieu à Montréal au pub ludique L'Adversaire. Donc, au moment où j'enregistre cette intro-là, je n'ai toujours pas annoncé mon invité pour cet épisode-là. Par contre, au moment où vous écoutez, probablement que ça a été fait. Donc, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook et Instagram. Là, l'annonce a probablement été faite. Donc, et si jamais vous êtes du côté de Montréal le 21 mars, ben, venez participer à l'enregistrement, venez assister à l'enregistrement. Donc, j'espère vous y voir. Mon invité du jour est Samuel Larouche. Donc, je me suis déplacé du côté de Saguenay, plus précisément à Jonquière, pour aller rencontrer Samuel, qui est une connaissance à moi. Donc, je connaissais bien son histoire. Samuel, qui est un ancien gymnaste qui, après un grave accident de gymnastique, il a perdu l'usage de ses jambes, aussi paralysé à certains niveaux de ses bras, donc certaines sections de ses bras, dont ses mains qui sont paralysées. D'autres sections aussi qui sont fonctionnelles, notamment au niveau des biceps. Et Samuel est maintenant un parathlétiste, donc il a découvert ce sport-là récemment. Et il a d'ailleurs fait quelques compétitions là, déjà. Et au niveau des sujets de discussion, ben, on a parlé des études à Samuel, donc les différents défis associés au fait d'étudier là, avec un handicap. Lui qui fait des études, qui a fait un bac en fait en kinésiologie à l'UQAC à Chicoutimi et qui maintenant poursuit ses études à la maîtrise en kinésiologie. D'ailleurs, il fait ses recherches portent sur des sujets reliés à son handicap ou en fait aux gens handicapés en général. Sujet de recherche qui semble fort intéressant. Donc, on en a parlé durant le podcast. Je vous invite à écouter ça. Puis sinon, au niveau des autres sujets, on a parlé évidemment de son accident, de comment que ça s'est produit, de la période après, une période d'acceptation, une période de réadaptation aussi pour lui. Et sinon, on a aussi parlé de comment il a découvert le parathlétisme, des compétitions déjà qu'il a fait, des records déjà qu'il a brisés là, dans ce sport-là, et de ses objectifs aussi de se rendre jusqu'aux Jeux de se rendre jusqu'aux Jeux paralympiques. Donc, il espère s'y rendre en 2020, sinon il vise certainement une présence en 2024. Donc, c'était vraiment une très belle discussion, là, Sam, qui cadre parfaitement dans le concept du podcast. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant, puis quelqu'un qui a su surmonter de l'adversité tout en restant très positif. Donc, vraiment content de cet épisode-là. Et simplement, avant de vous laisser avec le podcast, simplement vous rappeler, mon nom est Francis Lapointe, je suis coach en psychologie du sport et de la performance et je suis aussi doctorant en psychologie à l'UQTR. Et si vous voulez avoir plus de détails sur les services que j'offre, vous pouvez aller faire un tour sur le francislapointe.ca ou encore visiter ma page Facebook ou Instagram qui se retrouve dans la description de cet épisode-ci. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Et je vous laisse avec Samuel Larouche. C'est parti. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je pense que c'est bien centré. Ouais. Ça va bien. Fait que c'est ça, t'as terminé ton bac là, en kin. Ouais. Puis là, tu me disais que t'allais faire ta maîtrise. Mais as-tu fait ta maîtrise? Ouais, je commençais à l'automne, en fait. Mais là, c'est parti pour combien de temps? C'est combien de temps la maîtrise? Ben écoute, ça dépend de où est-ce que je vais me rendre dans mettons, mes processus sportifs, mais sinon, en théorie, on vise 2 ans, comme une maîtrise normale. Là. Okay. Mais tout dépendamment, le temps que je peux mettre dans mes études, là, ça va peut-être plus être 3 ans. Et que ça se peut que les compétitions prennent un peu plus de place. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, déjà cet hiver, ben, comparativement à l'automne, parce que j'ai commencé ma maîtrise à l'automne dernier, tu sais, déjà là, j'ai mis un peu plus d'emphase au niveau de l'entraînement que sur la maîtrise. Là. OK. Fait que, mais tu sais, c'est ça. C'est déjà tout en entente avec le directeur, puis c'est clarifié. Là, ouais. OK.
mes objectifs. Ben ça, c'est cool là, quand l'université est capable un peu de c'est un s'ajuster. Peu, c'est ça, le directeur de maîtrise qui m'a comme proposé un projet. Quand il est venu me parler, c'était déjà très mis au clair. Là. Okay. C'était un peu les conditions. Là, C'est quoi ton sujet de maîtrise? Moi, en fait, je fais une maîtrise en sciences cliniques et biomédicales. Le sujet exact n'est pas encore déterminé parce que on est en appel à proposition avec un projet qui part du ministère. Okay. Sauf que là, la première fois qu'on a appliqué, ça n'a pas été retenu. Donc là, on cherche un autre organisme subventionnaire. Okay. Donc là, c'est comme le projet A. Mais là, en attendant, parce que si je fais une maîtrise, pas de projet, c'est ça. C'est un peu weird. Fait que j'ai un projet B. Le projet, c'est... dans le fond, il part c'est comme une branche d'un autre projet. C'est un projet qui est fait pour faire l'analyse de l'apprentissage expérientiel. Donc, l'apprentissage expérientiel, c'est de mettre des personnes dans des situations X ou Y. Donc, le projet initial, c'était de mettre des personnes dans une situation de personnes âgées. Donc, il y a un habit de vieillissement qui a été conçu. Puis, des étudiants en kinésiologie en particulier, mais ça peut être fait avec d'autres étudiants de domaine de la santé, se mettent en situation d'une personne âgée, doivent accomplir des activités de la vie quotidienne puis des choses comme ça. Puis, ils évaluent, en fait, est-ce que cette méthode d'apprentissage-là a un impact sur l'empathie des personnes qui réalisent le projet envers les personnes âgées. Okay. Donc, moi, j'ai pris ce protocole-là puis ce projet-là et j'en ai fait comme une autre version, mais avec une personne handicapée. Donc, on fait la même chose. On met des étudiants en kinésiologie en situation de handicap. Ils doivent faire des activités de la vie quotidienne et on évalue est-ce que le fait de vivre une situation de handicap augmente ou module un effet sur leur empathie envers les personnes handicapées. C'est vraiment cool. Ouais. Puis ça, dans le fond, c'est dans l'objectif de voir si, c'est une méthode d'apprentissage qui est efficace. Puis si, est-ce que, en fait, ça va permettre de moduler les interventions qu'ils vont avoir aussi avec leur clientèle éventuellement. Là, parce que c'est ça l'idée. Parce qu'ils vont travailler avec tout type de clientèle, en fait. C'est ça. Donc, ça leur permet de voir est-ce que dans ma perception, je sais pas, ils font un programme d'entraînement puis ils prennent pas en considération X ou Y facteurs, ça fait que c'est comme pas réaliste comme programme. Là. Donc, c'est ça, pour bien des sphères, là, mais... c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, tu travailles avec vraiment plusieurs genres de clientèle. Oui, c'est ça. Des fois, tu sais pas la réalité de cette clientèle-là, tandis que là, tu vas la vivre un peu. Donc là, il y a 2 cours dans le baccalauréat qui font faire une situation d'apprentissage expérientiel. Puis là, ils vont ils parlent d'en ajouter une 3e avec un habit d'obésité cette fois-là. OK. Ouais, donc là, c'est un habit qui reproduit vraiment un surpoids assez important. Là. Donc, puis ça, c'est encore plus important parce que le 3/4 du temps, les personnes qui viennent nous consulter en kinésiologie, c'est parce qu'ils ont souvent c'est ça, ils ont souvent comme objectif la perte de poids. Fait que là, de comprendre vraiment la réalité, donc de vivre un entraînement, par exemple, avec un surplus de poids, et là, tu comprends comment est-ce que ça peut être plus exigeant, etc., ça permet de te mettre plus en perspective, puis là, encore plus de moduler tes interventions. Vraiment. Fait que je trouve que ça a une valeur ajoutée au programme, mais là, c'est de voir est-ce que ça a vraiment un effet là, sur... Fait que là, ça, c'est-tu ton projet temporaire, ça? Ouais, ça, c'est mon projet temporaire. C'est un projet qu'on s'était donné sur 1 an. Donc là, j'ai fait ma collecte de données cet hiver. Là, je l'ai terminé il y a quelques semaines. Puis l'idée, là, en fait, c'est de possiblement produire un papier pour l'été ou l'automne prochain. Okay. Puis là, si jamais le projet A ne naît pas, ça va être mon projet de maîtrise officiel. OK. Puis si ça naît, ça va être comme... ça va être serait quand même un article que tu aurais fait. Ça va être un plus parce que présentement, dans mon CV de chercheur, il n'y a pas grand-chose. Fait que c'est ça. C'est une corde de plus à mon arc. Ouais. Puis le projet initial, c'est un peu encore en même relation. C'est sûr que moi, j'essaie vraiment de rester dans le créneau des personnes handicapées parce qu'en kinésiologie, en entraînement, il n'y a pas grand-chose, là, en fait, là, au niveau de cette clientèle-là. Fait que je pense que je suis un peu bien placé pour pouvoir faire la recherche là-dedans. Puis ça m'intéresse aussi. Fait que le projet initial, c'est un projet sur plus la participation sociale dans des activités sportives, mais un peu plus récréatives. Là, participer, par exemple, je sais pas, faire du vélo adapté puis des choses comme ça. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut solliciter, donc motiver la population avec un handicap à être plus active dans la communauté. Là. Fait que c'est plus ça. Là. Puis c'est aussi dans l'optique que les gens qui n'ont pas de handicap
voir comment on peut aussi faire en sorte qu'eux, ils incluent plus les personnes handicapées. Ben, c'est un peu ça, parce que l'idée, c'est... il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les personnes handicapées ne pratiquent pas d'activité puis sont un petit peu plus isolées socialement. Une des parties de ça, c'est l'accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire ces activités-là, mais ils ont besoin d'avoir un accompagnement soutenu pour pouvoir se rendre, par exemple, ou une fois là-bas, ils ont besoin d'aide pour accomplir X ou Y tâches. Fait que c'est un des aspects qui est comme vraiment mis de l'avant dans le projet, c'est l'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut former les gens en accompagnement? Puis c'est quoi le besoin d'accompagnement aussi? Donc, c'est ça. Puis généralement, c'est des gens qui ont quel type de formation qui accompagnent? C'est un peu ça. Est-ce que c'est souvent des bénévoles? Oui, c'est ça. Okay. C'est souvent des bénévoles ou des proches aidants. Comme moi, par exemple, si je vais faire, mettons, nager, ben même quand je m'entraîne, moi, j'ai besoin d'une personne qui m'installe des gants puis qui me met dans un fauteuil. Ben, si j'ai pas cette personne-là, je peux pas pratiquer mon sport. Donc, nécessairement, j'ai besoin d'une personne qui m'accompagne. Alors là, c'est la formation pour la personne. Donc, c'est une formation qui est quand même spécifique aussi, parce qu'elle doit connaître tous les petits points techniques que j'ai besoin d'avoir. Il n'y a pas une formation qui est vraiment spécifique à ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas les ergos qui font des choses. Ben, c'est sûr que en ergothérapie, c'est un peu... ça se rejoint, mais tu sais, c'est pas la même responsabilité, là. Ben, ouais. Mais c'est ça. Puis en même temps aussi... Ils vont pas nécessairement te suivre. Ouais, c'est ça. Ils peuvent peut-être former une personne. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, quand je parle de mon sujet de maîtrise avec l'apprentissage expérientiel, ben c'est quelque chose aussi qu'on peut faire une transition envers l'accompagnement, puis la formation des accompagnateurs, de dire est-ce que l'apprentissage expérientiel pour les accompagnateurs, ça peut être une plus-value aussi pour qu'ils comprennent une fois qu'ils vont devoir aider la personne, comment est-ce qu'on se met proactive là, à savoir. On te met dans la situation, puis tu vas savoir c'est plus comment travailler après. Oui, ils comprennent plus l'environnement de la personne. Fait que, OK. C'est vraiment intéressant comme fait que c'est ça, tu sais, c'est deux sujets qui indirectement sont à quelque part interreliés, là, ou que plusieurs... en même temps, la motivation de travailler là-dessus doit être grande, là, tu sais. Dans la réalité d'une personne handicapée, fait que tu sais, à quelque part... je peux améliorer les choses. Oui, c'est ça. Puis à quelque part, indirectement, ça peut me revenir par après, là, Ouais, exact. Puis, pour revenir un peu à ton bac en kin... c'était quoi les défis que tu avais au quotidien, mettons, pour aller étudier, aller participer à ton cours, faire tes trucs? C'est quoi les défis qu'une personne non handicapée aurait pas, là? Les défis... Évidemment, j'imagine que celui de se rendre, là, celui de se rendre. T'as le transport adapté. Effectivement, parce que j'ai pas le choix de prendre le transport adapté. Mais là, je dis j'ai plus le choix, mais... Maintenant, j'ai une voiture, en fait, là. OK, donc t'as une voiture adaptée? Ouais, j'ai une voiture adaptée, ce qui fait que là, je peux le faire. OK. Mais sauf que l'hiver, on est contraint avec la neige. Moi, j'ai pas la capacité de déneiger ma voiture, ni de déneiger l'entrée pour me rendre à ma voiture. Fait que l'hiver, c'est plus complexe. Tu vois, c'est même des choses que... On réfléchit pas. Moi, je pensais pas à ça, là, la neige. Il y a toutes les fois, les gens font « Hey, ta voiture, tu fais quoi? Tu l'as comme revendue? » ou « Non, l'hiver, c'est juste pas possible. Puis là, en expliquant, il faut comme... C'est super logique. Ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Fait que je prends le transport adapté. C'est super d'avoir un service comme le transport adapté, parce que s'il n'y avait pas ça, je pourrais juste pas me rendre à l'école du tout. Mais tu sais, ça a ses limitations, parce qu'ici au Saguenay, on doit faire ses réservations la veille avant 16h. Fait que ma journée du lendemain doit être planifiée au complet avant 16h la veille. Donc, quand il y a des modifications de l'horaire, ben... Tu peux appeler pour faire des changements, mais c'est pas garanti que tu vas avoir les changements que tu veux. Okay. Ensuite, vu que c'est un service public, ben nécessairement, il y a du retard des fois, puis il y a certaines... C'est ça. Ouais. Fait que l'horaire est... Tu veux pas, t'es dépendant d'un service. C'est ça. Okay. Donc, s'il y en a un qui est en retard de 5 minutes ou 10 minutes, ben ça a une incidence sur tout l'horaire au complet. Donc, je dirais que la majorité du temps, ils sont peut-être 15 à une demi-heure en retard sur l'heure. Sur leur planification. Tu le planifies fait que toi, il faut que tu la veille. Oui, c'est ça. Tu planifies qu'il risque d'avoir un retard. Là, Donc, ça a ses limitations.
Fait que nécessairement, quand j'allais à l'université, ça m'arrivait d'arriver en retard à mes cours. C'est sûr que le professeur est conciliant, mais reste que moi, quand je rentre dans ma classe, c'est pas comme n'importe quel autre étudiant qui peut faire ça subtil. Le 3/4 du temps, je suis pas capable d'ouvrir la porte, fait que j'ai pas le choix de cogner. Fait que là, je dérange le cours au complet. Le professeur ouvre la porte. Fait que là, moi, en plus, pour rentrer en arrière d'une table, faut tasser des chaises, faut bouger des tables. Fait que c'est sûr que, je comprends que les gens devaient être très, très, très conciliants, mais personnellement, ça me tannait parce que je savais que je dérangeais tout le monde. Ouais. C'est ça. Sinon, c'est sûr que l'université a quand même, l'UQAC a quand même un bon programme d'accompagnement pour les étudiants, principalement les étudiants en situation de handicap. Fait qu'il y avait, vu que je peux pas vraiment écrire, j'avais une personne qui faisait ma transcription. Fait que c'était mon script. Prise de notes, puis quand je faisais des examens, qui faisait mon scripteur. Fait que moi, je lui disais quoi écrire dans mon examen. OK. Fait que tu faisais tout le temps des examens isolés. Ouais, isolés, one-on-one avec le scripteur. Fait que mon examen, je te dirais qu'il me prenait tout le temps maximum, puis j'avais même une plage de temps supplémentaire, là, parce que, écoute, mettons que je prends le cours d'anatomie, la personne qui était mon scripteur, c'était pas une personne dans le domaine, là. C'était un étudiant à la maîtrise X qui s'était porté volontaire. Moi, je travaille à l'université depuis plusieurs années. Je fais ça, en fait. Je fais des surveillances d'examen. Je fais pas exactement... Je fais pas de la prise de notes, mais je travaille avec les services d'aide aux étudiants pour les examens adaptés. Puis, non, c'est ça. C'est vraiment des services c'est ça. Fait que, nécessaires là, pour donc pour toi. Là, le surveillant d'examen se retrouve à être vraiment mon scripteur. Donc, tu sais, ça peut être un étudiant en génie, en info. Là, des fois, il faut que tu appelles les mots. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand je prends l'exemple en anatomie, lui, il a jamais vu ces mots-là. Fait que tout l'examen, je dois épeler quasiment chacun des mots. Fait que c'est ça que c'est différent. Puis je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça plus difficile de former ma pensée quand il faut que je la dise à voix haute versus y réfléchir, puis l'écrire. Donc, c'est ça. Là, quand tu l'écris, t'effaces réécrit, tandis que là, il faut comme se réfléchir à voix haute, dans le fond. Ouais. Fait que c'est un peu... c'est différent. J'ai essayé aussi... j'ai eu un ordinateur avec des programmes de reconnaissance vocale, là, où est-ce que tu parles, puis ils font la rédaction pour toi. Mais encore une fois, tu sais, c'est encore la façon de parler pour la pensée, en tout cas. J'aimais pas vraiment ça. Fait que là, je suis resté avec le système de scripteur. Fait que ça, c'est une partie. Ensuite, il y a l'accessibilité à l'école. Donc, moi, j'ai quand même été mandaté par le service des immeubles là, de l'université. C'est pas eux qui sont venus me voir, c'est moi qui ai cogné à leur porte, en fait, là, pour leur dire, écoute, il y a telle situation dans l'université, puis j'aimerais ça qu'on y remédie. Entre autres, il y avait une seule toilette avec un bouton de porte automatique dans l'université au complet. Puis, tu sais, l'université à l'UQAC, il y a quand même 2 ou 3 pavillons. Ouais, 2 pavillons principaux là, quand puis même. Moi, j'allais souvent au pavillon sportif parce que je m'entraînais là. Ouais. Donc, là, c'est ça. J'ai fait faire minimalement une toilette accessible avec une porte automatique dans chacun des pavillons. C'est un minimum, là, quand même. T'étais le premier qui arrivait avec ça? Je pense pas que je suis le premier qui étudiait avec en étant dans un fauteuil roulant. Peut-être le premier qui le dit. Mais probablement le premier qui le dit, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Pour plein d'autres petites affaires comme ça, comme là, ils ont fait quand même des aménagements importants, là, des rénovations au niveau de l'université. Fait que là, ils m'ont envoyé les plans. Puis là, moi, j'ai comme eu mon mot à dire par rapport aux plans. Sauf que j'ai fait mes commentaires puis j'ai jamais eu de retour. Fait que je sais pas si finalement ça a vraiment été fait, mais bon. Puis c'est-tu fait les travaux ou les travaux sont tous faits, mais c'était principalement dans le stationnement parce que maintenant que j'ai ma voiture, ils ont comme fait un espace d'un côté de l'université sans voiture. Ce qui fait que là, le transport adapté doit nous déposer assez loin de la porte d'entrée. Puis les stationnements aussi se retrouvent plus loin. Fait que là, moi, j'ai vraiment un long trajet à franchir là, pour me rendre à l'université. Ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile. Fait que là, dans le nouvel aménagement qu'ils ont fait de l'espace de stationnement de l'autre côté de l'université, là, ils ont refait des nouveaux stationnements pour mobilité réduite. Fait que moi, mon commentaire, c'était que les stationnements pour les bornes électriques étaient plus proches de l'entrée que les stationnements pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui a pas vraiment de sens. Non, fait que c'était un peu mon commentaire. Fait que là, j'ai pas eu la chance là, de voir qu'on est l'hiver. Là. Ouais, OK. Fait qu'on verra quand je vais aller me stationner là au printemps. Ouais, quand même, ils ont eu au moins c'est ça, l'idée, la conscience. C'est ça, d'avoir une opinion de toi. Là. Puis, tu sais, de l'autre côté, dans un des côtés de l'université, en fait,
en fait, des deux côtés, c'était des rampes extérieures assez abruptes qu'on devait franchir pour se rendre dans l'école. Okay. Puis c'était vraiment problématique. Là, j'étais pas capable de la monter toute seule. Mm-hmm. Fait que d'un côté, ils ont juste intégré la rampe à l'intérieur de l'université. Fait qu'ils ont comme rallongé toute une partie de l'université. Ce qui fait que là, c'est beaucoup plus facile là, parce que on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Mm-hmm. En tout cas, ils ont quand même bien fait ça. Là. Ouais. Bon, ben tant mieux. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que quand même... Beaucoup de choses qui... Ouais, c'est ça, c'est des détails. Puis il y a aussi... détails importants. Ouais, dans ma routine de vie, il y a comme 3 matins sur semaine que je suis pas mal monopolisé, que je peux pas vraiment faire autre chose que des soins personnels. Donc, l'horaire des cours à l'université, c'est pas vraiment possible de modifier les cours qui sont comme qui se donnent à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça arrivait souvent que j'avais des cours que je pouvais pas me rendre. Fait que là, ça, c'était vraiment de parler avec le professeur, d'avoir une entente. Okay. Là, maintenant, c'est sûr qu'avec la technologie, on a des Moodle puis des choses comme ça, que les profs, ils déposent les cours. Les cours sont tous préparés. Donc, là, j'avais la possibilité d'y suivre. Puis là, j'avais un preneur de notes, justement, dans mon cours pour prendre l'information supplémentaire. Okay. Donc, c'est ça. C'était une entente avec les professeurs, mais je pense pas que si j'avais pas, mettons, j'avais pas eu la confiance des profs, puis je m'étais pas un peu démarqué, je suis pas sûr que les profs auraient été tant conciliants, mais en même temps, je pense que rendu à l'université, il y a plein de monde qui vont juste par leur cours. Ouais. Mais je pense que t'es du genre à aller de l'avant, puis à pas avoir peur de parler aux gens, puis de... C'est ça, tu sais. Fait que moi, j'ai comme plus pris mes responsabilités que juste de dire, je vais juste pas aller au cours, puis après ça, je vais me présenter à l'examen, là. Tu sais, c'était plus... Ouais, t'as cherché des solutions, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. Fait que... puis, on a parlé un peu de l'école, mais on n'a pas parlé de ton accident. Fait que pour les gens qui savent pas ce qui est arrivé, moi je le sais parce que je te connaissais déjà un peu. Ouais. Mais retournons, ça fait combien de temps là, de ça? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans le mois dernier. Ouais. OK. Ouais, c'était en janvier, c'est ça? En février. Février. OK. Ouais. Fait que veux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé? Oui, je peux vous en parler. En fait, moi j'ai fait... j'étais gymnaste. J'ai été gymnaste pendant 12 ou 13 ans de ma vie. Puis pendant un entraînement, en fait, je vais partir du début. J'ai commencé à 8 ans, puis là, j'ai fait de la gymnastique pendant jusqu'à, mettons, début de cégep, fin de cégep. Puis moi, j'ai fait de la compétition. Ouais, tu fais des compétitions. Ouais, c'est ça, je faisais de la compétition. Je me suis rendu à un niveau quand même assez élevé là, en gymnastique. Puis avec une fréquence d'entraînement assez élevée, là, on parle de fin de carrière là, d'un 20 heures par semaine, là, ce qui est quand même beaucoup d'entraînement. Avec les études. Ouais, avec les études et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est la vie d'être un gymnaste, c'est beaucoup de temps. Fait que tu sais, j'étais au club quasiment 7 jours sur 7. Puis en plus, j'étais entraîneur aussi, ce qui fait que j'étais encore plus souvent là. Ouais. Fait que j'étais plus au club que ben d'autres places. Ouais. Donc ça prenait vraiment beaucoup de temps dans ma vie. Et après mes études collégiales, je suis déménagé à Sherbrooke pour étudier en ergothérapie là-bas. Puis je continuais d'entraîner, je continuais de m'entraîner aussi, mais plus pour le plaisir. Là. Okay. Pas dans l'optique là, de continuer à faire des compétitions, et etc. Là. C'était vraiment juste parce que j'étais passionné, puis j'aimais ça, puis pour la santé aussi, puis bon, tout ça, c'est ça. Donc, c'est ça, je m'entraînais pour le plaisir, quelques heures par semaine. Puis à toutes les fois que je m'entraînais, j'essayais de coordonner mes entraînements avec le groupe de compétitifs masculins qu'il y avait là. Puis eux, ils aimaient ça aussi parce qu'il n'y avait jamais vraiment eu d'athlète masculin du niveau que j'avais. Fait que j'étais comme un peu un modèle pour eux autres. Fait qu'ils aimaient ça pouvoir m'avoir dans leur entraînement puis échanger. T'étais d'un niveau plus haut que le groupe... Ouais, le groupe compétitif qu'il y avait là-bas. Tu sais, eux, ils n'avaient jamais eu des athlètes de mon âge. C'était comme pas mal la première cuvée, entre guillemets, là. Tu sais, d'athlètes masculins là, qui se rendaient à des niveaux provinciaux élevés. Là. Fait que... puis tu sais, le plus vieux, il devait avoir 15 ans. Là. Donc, il était plus jeune, fait qu'il aimait ça que je sois là. C'était motivant pour eux autres. C'était un peu un mentor. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'arrivais d'ailleurs, puis bon, je faisais des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Fait que les autres, c'était comme impressionnant, puis ça les motivait. Puis je pouvais leur donner des petits trucs. Donc, ce soir-là, du 11 février 2014, le cours finissait, il restait peut-être une vingtaine de minutes. Puis souvent, en fin de cours en gymnastique, ce qu'on fait, c'est nos souplesses, notre flexibilité. Mais là, j'étais pas allé voir les gars encore du cours, fait que j'étais un peu en dilemme. Est-ce que je vais faire ma flex ou bien je vais voir les gars? Finalement, j'ai dit, je vais aller rejoindre les petits gars qui font des exercices au sol parce que en plus, le sol, c'est mon appareil préféré. Fait que je me suis dit, je vais aller rejoindre. Puis là, on faisait des drills. Tu sais, dans le fond, un drill, c'est
une évolution de difficulté dans un mouvement. Fait que tu commences avec la base, puis tranquillement pas vite, t'augmentes, c'est ça, t'ajoutes de la difficulté dans ton exécution. Puis moi, c'était un mouvement que j'étais rendu à faire un double de ça. Fait que tu sais, j'étais rendu à un niveau très élevé. Fait que là, en ajoutant des difficultés, il y a une fois que en fait, les difficultés, c'est des positions différentes dans les airs. Là. Okay. Donc là, on était rendu à une position qu'on appelle tendue. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Fait que je pose une question au coach. C'est comment est-ce que tu pourrais juste me guider pour le faire? Elle me donne 2-3 trucs, mais en même temps, je me dis, je l'ai déjà fait. Fait que je me lance dans le mouvement, mais sauf que nécessaire, de fait, je me retrouve dans les airs, puis là, je sais plus si je tourne assez, je perds ma proprioception. Je sais plus si je tourne trop ou pas assez. Fait que pour être sûr de tourner, ben je me dis, je vais, là, tendu, on comprend que mon corps est tendu, je vais grouper. Fait que en groupant, ben je me mets à tourner plus vite. Fait que je fais ça, mais finalement, je tournais déjà trop. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de faire un simple ou un double, ben j'ai juste fait 1,5. Donc, j'ai fini sur la tête le mouvement. Puis c'est quoi qui arrivait souvent de perdre comme le repère comme ça pendant que tu es en train de tourner? Quand c'est un mouvement, un nouveau mouvement, ça peut arriver qu'on perd la notion de l'espace. Mais quand tu sais que tu fais un mouvement qui est un peu plus... porté à être dangereux ou que tu es moins familier, ben on a de l'équipement pour ça. Là. On va mettre des matelas plus élevés, puis on va mettre... t'avais pas ça dans ce moment-là? J'avais un matelas, mais pas suffisant nécessairement pour freiner une chute de ce genre-là. Il faut comprendre que quand on monte dans les airs, puis moi, en plus, j'ai la réputation d'être de très haut voltige. Là. J'allais chercher vraiment de l'amplitude dans mes mouvements, là, ce qui fait que j'étais très haut dans les airs quand c'est arrivé. Je vais être 6 pieds dans les airs, là, fait que la chute est quand même importante. Puis la façon que je suis tombé, moi je fais la comparaison avec soit un plongeon, quelqu'un qui fait du plongeon mais pas de piscine, ou un javelot, là, l'angle d'arrivée du javelot. Fait que il y avait pas vraiment, c'est ça. Peut-être première. Il n'y avait pas vraiment de chance là, quand c'est arrivé. Fait que c'est ça. Donc, sur le cou, il y a une fracture cervicale, luxation. Fait que 2 vertèbres dans mon cou, les vertèbres C6 et 7 se sont luxées. Fait qu'ils ont glissé une sur l'autre. Puis le mouvement a fait en sorte que ça a comprimé et déchiré la moelle épinière. Ce qui m'a laissé là, avec une paralysie complète. Là. Puis, t'as vraiment un bon souvenir de tous les événements? En fait, ça, c'est... Quand je dis ça aux gens, ils trouvent ça bien traumatisant à quelque part aussi. En fait, c'est que moi, j'ai été conscient tout le long de l'accident. Moi, je venais de finir mon cours de neurologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, on venait de parler de tout le système nerveux, y compris la moelle épinière et les lésions de la moelle épinière. Fait qu'en fait, quand c'est arrivé, j'étais juste couché par terre, puis je me disais, je peux pas croire que c'est ça. Je savais que je venais de me faire une lésion de la moelle épinière, que je m'étais cassé le cou. Donc, je savais les conséquences, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire aussi. Donc là, j'étais couché par terre puis je criais aux gens de venir me stabiliser le cou, qu'il fallait pas qu'ils me bougent parce que là, ils pouvaient aggraver la lésion médulaire aussi. Fait que puis là, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a stabilisé le cou, puis etc. Fait que j'étais un peu couché puis j'essayais parce qu'en fait, tout dépendamment de l'endroit de ta moelle épinière qui est atteinte, ben, tu n'auras pas les mêmes séquelles, tu n'auras pas les mêmes paralysies. Fait que là, j'essayais de déterminer quel niveau en fonction des mouvements que je pouvais faire. Fait que, avant que l'ambulance arrive, j'étais un peu bouleversé dans tout ça. Là, comprendre, réaliser que c'était ça qui m'arrivait, savoir, puis en même temps faire le parallèle que le pronostic est pas bon de tout ça non plus. Fait qu'en tout cas, c'était tout ça. Ben, c'est assez fou, ça doit... Sur le coup, tu savais-tu à quel point, justement... C'est parce que en fait, quand tu as une lésion de la moelle épinière, sur le coup, il y a un choc spinal que ça s'appelle. Donc, le système nerveux, que ça soit une lésion complète ou non, il fait un shutdown. Donc, il coupe tout l'influx nerveux qui va passer pour être certain que, justement, tu ne fasses pas de mouvement qui pourrait encore plus compromettre ta santé. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de sensation à certains endroits, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça va durer. C'est ça. C'est pas parce que là, tu as vraiment une paralysie complète, sensibilité puis motrice. Tu savais que c'était grave quand même. Oui, c'est ça. Tu ne sais pas à quel point. Tu sais pas à quel point. Là. Voilà. OK. Puis, c'est ça,
mettons, on continue, là, après ça, tu t'en vas à l'hôpital. Ouais, l'ambulance vient me chercher, on s'en va à l'hôpital. Donc là, il me passe plein de tests, radio, etc. Et puis, vient le moment où est-ce que l'équipe médicale doit téléphoner mes parents pour leur dire qu'il faut qu'ils se rendent à l'hôpital. Mais ils sont obligés de garder le secret professionnel, donc de ne pas divulguer l'information. Fait qu'ils font juste appeler à la maison. Mon père, lui, est en réunion. Fait qu'il y a ma mère qui est assise sur le divan avec ma soeur, puis c'est ma mère qui répond. Puis là, bonjour, vous êtes la mère de Samuel? Oui. Samuel, il a été admis au CHU Fleurimont, donc l'hôpital de Sherbrooke. Présentement, il est dans un état stable, mais il est arrivé quelque chose, puis on vous demande de vous rendre dans les plus brefs délais à l'hôpital. Fait que c'est la seule information qui est divulguée à mes parents. Ben, à ma mère à ce moment-là. Fait que ma mère, elle est en panique, elle se demande. Fait que là, elle a l'idée de dire, ben, si vous pouvez pas me le dire, est-ce que je peux parler à Samuel? Fait que c'est moi qui annonce à ma mère, en fait, qu'est-ce qui vient de m'arriver, en essayant d'être comme le plus nébuleux, ben, tu sais, le plus... sans le dire, tu sais, clairement, ben, je me suis cassé le cou puis je suis paralysé, là. Donc, j'essaie de trouver des termes pour que ça soit comme... qu'elle comprenne que c'est grave, mais que... Bon, pas trop qu'elle capote non plus, là, parce qu'elle a vraiment... il y avait de la route à faire, là, aussi, là. Fait que, donc, de Saguenay à Sherbrooke, c'est 5 heures. Fait que c'est ça. Donc, c'est mon père qui est monté parce que ma mère avait des obligations aussi. Donc, c'est mon père qui est venu me trouver. Il est parti à sa réunion. Il devait être rendu genre 10 heures. Fait qu'il est monté à Sherbrooke. Quand lui est arrivé, j'ai subi deux chirurgies. Fait que quand il est arrivé, j'étais encore dans une de ces 2 chirurgies-là, en plein milieu de la nuit. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est quoi qu'ils ont fait comme chirurgie? J'ai eu 2 chirurgies. J'ai eu une première chirurgie en antérieur. Ils ont fait... ils sont allés mettre une plaque avec 4 vis. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas été capables de stabiliser comme il faut. Puis, ils n'ont pas été capables de redresser la fracture. Fait que là, ils sont allés en postérieur. Puis là, ils ont mis 2 tiges de chaque côté de la colonne avec 4 vis de chaque côté. Puis, ils ont greffé aussi un bout d'os pour enlever... Ils ont enlevé le disque entre les 2 vertèbres. Ils ont greffé un bout d'os. Puis après ça, ils ont fermé. Puis là, ils sont retournés en avant pour venir revisser puis s'assurer que tout était bien redressé. Là. OK. Fait que ça a été 2 chirurgies de 5 heures en tout. OK. Puis ça changeait quoi, tout ce qu'ils ont fait là? En fait, là, tu sais... C'est des trucs nécessaires à... Ouais, c'est ça. Parce que souvent, les gens, suite à l'événement, puis quand mes parents, ils voyaient des connaissances, ben comment il va ton garçon? Bon, ben mon garçon, tu sais, maintenant, il va bien. Tu sais, il est guéri, entre guillemets, il est soigné. Puis là, ben les gens ils disent, OK, fait qu'il marche. Mes parents disent, non, il marche pas. Tu sais, on a enlevé son collier cervical, la fracture, elle est réparée, tu sais. C'est que les gens, ils pensent que... Mais en fait, c'est comme si je me casse un bras, ben on me met un plâtre, puis des fois, on a besoin d'une chirurgie avec des vis. Ben c'est la même chose avec le cou, mais c'est juste que c'est la séquelle, c'est la lésion avec la moelle épinière. Qui fait que là, je suis paralysé, c'est ça. C'est ça, t'ajoutes un effet... c'est ça. À long terme. Là, voilà, c'est ça. Mais en soi, il fallait qu'il répare la fracture. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment nécessaire. Là. OK. Puis, par la suite, tu as été pas en physio. Là, en réadaptation. En réadaptation pendant un bon temps, il me semble, plusieurs mois. Là. Pendant plusieurs mois, ben en fait, comment le processus fonctionne, j'étais, où je suis à Fleurimont. Ensuite, il y a 2 hôpitaux spécialisés pour les personnes qui ont une blessure de la moelle épinière au Québec. Donc, un hôpital à Montréal que j'ai aucune idée c'est lequel. Puis tu as un autre hôpital à Québec. Donc, il y en a un qui dessert vraiment le sud et l'ouest du Québec, puis l'autre le nord et l'est. Donc, à Québec, c'est l'hôpital Enfant Jésus. Donc là, j'ai été transféré là. J'ai été aux soins intensifs pendant 2 à 3 semaines. Après ça, en traumato, 1 semaine. Puis après la traumato, là, il t'envoie au centre de réadaptation. Donc, encore une fois, tu as un centre de réadaptation pour le sud et l'ouest du Québec qui est Gingras-Lindsay. Puis pour l'est et le nord, c'est l'Institut de réadaptation et déficience physique du Québec, qui est à Québec. Fait que là, j'ai été transféré là, puis ma réadaptation, elle a duré 6 mois en tout. Puis, à travers tout ça, le processus d'acceptation, si on peut dire, là, que tes jambes vont plus remarcher, en fait, là, ça s'est passé comment? À quel moment que tu as su... Ben en fait, puis moi je trouve ça drôle encore parce que souvent c'est le point qui est apporté, c'est tes jambes qui marchent plus. Mais non, mais tu sais, c'est rien contre toi là. Non, mais c'est parce que tu sais, mettons,
dernièrement... C'est correct, il faut que tu brises les façons Dans le passé, mettons que je faisais des manchettes et des choses comme ça, c'était tout le temps ça, 2 personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes ou il ne peut plus remarcher, mais blablabla. Et à toutes les fois, je disais, marcher, là, c'est pas tant ça le problème. En tout cas, pour moi, parce que j'ai mon fauteuil roulant. C'est sûr que c'est frappant, c'est un fauteuil roulant, c'est comme puis oui, il y a des limitations avec le fauteuil roulant, mais pas de fauteuil, je pourrais juste rien faire. Tu sais, je serais dans un lit puis je bougerais pas. Fait qu'en soi, c'est ça, il y a un outil, il y a quelque chose qui sert, qui est là pour pallier le besoin. Moi, ce qui est vraiment le plus limitant, c'est la paralysie de mes membres supérieurs, de mes bras, parce que avec la hauteur de ma lésion, là, c'est mes bras aussi qui sont paralysés, entre autres mes mains qui sont paralysées totalement. Fait que si tu fais juste me donner mes mains, en fait, tu as changé le cours de mon histoire au complet. Là. J'aurais pas eu nécessairement besoin de me réorienter professionnellement. Là, je vis dans un logement adapté avec service, mais probablement que j'aurais ma maison. Puis, l'ensemble des limitations, là, ça serait pas la même vie, là, mais pas du tout. Là. Donc, dans mon processus d'acceptation, vu que moi j'étudiais en réadaptation, moi j'ai ma technique en réadaptation physique, je travaillais au CLSC en service de soins à domicile. Pour ça, j'étais en ergothérapie. Fait que j'ai toujours été en réadaptation. C'était mon milieu, c'était ce que je mangeais aussi quasiment tous les jours. Là. J'étais passionné de ça. Ce qui me permettait d'être vraiment réaliste. Là. Je comprenais la situation, je savais aussi mon diagnostic, c'était quoi le pronostic, je savais c'était quoi ma condition, donc tu sais, moi je pouvais vraiment rester réaliste. C'est sûr qu'il reste quand même tout le temps la portion où est-ce que tu veux vivre de rêve. Tu connais les faits, mais quand même, c'est ça. Accepter, dans le fond. C'est ça. Puis il y a tout le temps le challenge de dire, si j'accepte ma condition, c'est-tu un peu comme baisser les bras, abandonner. Ça, t'es vraiment confronté beaucoup. Puis même la famille te confronte, puis tout le monde un peu te confronte parce que tout le monde a une histoire là, à dire d'une personne qui après, mettons... je sais pas, un tel est arrivé ça. Puis même aussi avec les autres patients parce que chacun a un diagnostic différent. Moi, j'étais le seul, 1 tétraplégique, 2 avec une lésion complète. Puis il y avait des gens qui avaient pas... pour clarifier un petit peu, une lésion complète, c'est qu'on a vraiment une rupture complète là, dans la moelle épinière. Il n'y a plus d'informations qui passent. Donc, il y a le potentiel de récupération, là, on parle de 3% là, de récupération de marche là, dans le possible. Ce qui fait que c'est vraiment très minime. Donc, 3% des personnes? Oui, il y a 3% de chances que tu aies un retour Puis généralement, ça doit être assez tôt. Là, que ça... on parle là, d'habitude là, si dans le premier mois, tu n'as pas eu de retour significatif. C'est le pronostic. Sensation. Ouais, tu sais que tu peux recommencer à faire certains mouvements, sensations. Si dans le mois suivant, 3 mois dans la fenêtre maximum, là, c'est comme le pronostic est pas mal officiel. Là, de se dire que c'est une lésion complète. Puis c'est ça, il y a toi d'accepter ça, mais aussi la famille. Oui, là, c'est ça. Les là, proches. Moi, quand je disais, écoutez, ça va être ça, puis je vais focusser sur tel objectif, parce que ça, c'est des objectifs réalistes, puis c'est des objectifs qui valent la peine. Oui, il y a des moments où est-ce il fallait avoir des discussions, etc. Mais d'un autre côté, si je le fais pas, puis que j'essaie tout le temps de vivre dans l'idée de si, je pense que ça m'aurait encore plus démoli psychologiquement parce que là, j'aurais tout le temps été dans le néant, dans ne pas savoir qu'est-ce qui allait se passer, puis un peu laisser mon futur dans les mains de rien, de juste se dire, l'avenir va me le dire, tu sais. Versus prendre les choses en main puis me dire, sur quoi je peux travailler, c'est ça, parce que là, présentement, ma condition, c'est celle-là. Donc, on va mettre les choses en place pour. Là. Puis, fait que tu te fixais, tu as parlé un peu d'objectifs. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, comme... tu sais, moi, c'est... Dans ma vie, je carbure aux objectifs. Objectifs et défis, c'est vraiment comme ça. Puis, c'est aussi ça qu'on avait avec les professionnels, là-bas. Donc, les objectifs... Mes premiers objectifs, c'était de me tenir assis dans un lit. Puis c'était vraiment ça au début. Versus, là, année, c'était d'être dans un fauteuil roulant électrique, après ça manuel, être capable de sortir de mon fauteuil, être capable de m'habiller, de me déshabiller. Tu sais, les objectifs sont partis. En fait, mon premier objectif dans tout ça, c'était de respirer par moi-même parce que j'ai été intubé pendant 2 semaines parce que mes muscles sont paralysés, respiratoires. Fait que
J'ai commencé à ne même plus être capable de respirer. Là, on me réappris à respirer. Après ça, c'était plus capable d'avaler. J'étais dysphagique. Donc là, tu sais, je suis vraiment parti là Parti de loin. Ouais, du minimum, là, de l'affaire la plus de base. Là. Fait que c'est ça. C'était des objectifs comme ça graduellement. Jusqu'à sortir du centre de réadaptation en étant capable de me transférer de mon fauteuil à mon lit. Puis c'était ça. Fait que 6 mois. C'est ça, c'est quand même... Quand tu regardes ça, c'est quand même pas mal plus encourageant que de te dire... Ouais, c'est ça. Garder peut-être un petit truc d'espoir, mais c'est ça, t'as pas le contrôle sur... Voilà. Là, t'agissais sur quoi t'avais le contrôle. Mais en même temps, c'était un peu décourageant de se dire en 6 mois, la seule chose que j'ai été capable de faire, entre guillemets, c'était de me transférer de mon fauteuil à mon lit. Mais en même temps, c'est avec comme... le corps et les limitations que j'ai... Ma physiatre me le disait que j'avais une progression puis une réadaptation assez fulgurante là, par rapport à mon niveau, puis que j'avais fait des progrès, puis que j'étais assez impressionnant, mais aux yeux des autres, c'était pas ça. Là. Ben c'est ça, c'est de changer le critère un peu d'évaluation. Voilà. Oui, c'est là. Ça. Ouais. Les barèmes sont différents. Là. Ouais, ben des petites victoires, là, se comparer par rapport à... Mais aussi, c'est de se comparer par rapport à toi-même. Là. Faut pas, c'est ça. Faut pas que tu commences à comparer, même avec d'autres personnes qui ont un handicap. Là, c'est... Le niveau est tellement différent. Puis même d'une personne qui a le même, mettons, niveau d'atteinte, ben... tu peux même pas te comparer tant que ça parce que un va avoir exemple des spasmes, donc ses muscles vont se contracter de façon involontaire, ce qui va faire que ça va nuire à toutes ses activités, versus l'autre peut avoir de la douleur, ce qui fait qu'elle est tout le temps en douleur, puis il y a rien qui tente, puis elle a pas de motivation, tu sais, fait d'une personne à l'autre, beaucoup de facteurs qui influencent. Ouais. Puis on a parlé un peu des proches, tu dirais à quelle importance ça a eu les proches autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens aussi que tu as perdu en cours de route? Parce que je sais que ça, c'est une réalité. Les personnes qui arrivent à un accident comme ça puis qui deviennent handicapés du jour au lendemain, ben des fois, tu te rends compte c'est qui tes vrais amis. Vrais amis, comme on peut le dire. Là, ouais. Ben, écoute, moi, les proches, je pense que ça l'a valu pour beaucoup. Bon, je pense que je suis quelqu'un qui a quand même un bon réseau social. Fait que quand j'étais aux soins intensifs à l'hôpital à Québec, à ce que j'ai su par la suite, aux soins intensifs, c'était un 15 minutes aux 10 heures, puis même à ça, écoute, moi, là, j'avais des amis qui avaient fait un horaire, donc de visite, puis des fois, ça débarquait 8 dans ma chambre, puis ils étaient là des heures, puis fait que, tu sais, il y a eu une bonne ouverture aussi du personnel soignant, puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aussi aidé d'avoir tout ce monde-là qui sont venus. Normalement, ensuite, c'était 15 minutes de visite? Ouais, aux heures. Aux heures, OK. Si ma mémoire est bonne, puis même moins que ça, là. OK. Fait que, écoute, moi, ma chambre était tout le temps pleine, puis il y avait de la visite. Il acceptait. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça faisait la file là, à l'extérieur du département de soins intensifs, là, pour dire qu'il y avait du monde là, qui attendait, là, ouais. Puis quand je suis arrivé au centre de réadaptation, ben ma gang d'amis proches, je pense qu'ils ont peut-être manqué 2 semaines là, dans 6 mois là, de venir me voir à toutes les fins de semaine. Puis tu sais, ils venaient pas juste 2-3, là, c'était 2 voitures, là, ils montaient quasiment 6, 7, 8 personnes à la fois. Là, fait que ça, c'était vraiment... C'est sûr que pas avoir eu ce réseau-là, je pense que ça aurait été différent. Fait que ça m'a quand même bien aidé. Puis mes parents aussi, ben tu sais, mon père... Bon, il y a eu la chance, entre guillemets, d'avoir été en congé maladie avant que j'ai mon accident, parce qu'il avait ses propres problèmes lui aussi. Fait que ce qui a fait que, tu sais, bon, il a été un petit peu plus disponible. Après ça, ma mère avait aussi la chance de pouvoir se libérer aussi. Donc, ils ont passé un bon 2 mois là, à être pas mal là tous les jours avec moi là-bas aussi. Fait que ça aussi, ça a été un bon support. Là. Donc... fait que c'est ça pour la famille, le soutien. Par rapport aux amis puis les gens qui restent et qui nous quittent, il n'y a pas tant de personnes à vraiment dire que, tu sais, quelqu'un qui était très, très proche de moi puis que là, du jour au lendemain, il n'y a comme plus rien, là. C'est plutôt dans les connaissances un peu plus. Tu sais, les personnes que, par exemple, tu es allé au secondaire avec elle, vous vous dites salut puis vous pouvez vous voir à quelque part, mais là, maintenant... je sens le malaise parce que la personne ne sait pas m'approcher. Fait que c'est pas... comment que je pourrais dire ça? Je sens que c'est pas de la mauvaise volonté puis que c'est pas que cette personne-là, elle veut plus rien savoir de moi. Mais tu sais, c'est plus que comment est-ce qu'elle m'approche.
Ah, ils savent pas quoi dire. C'est ça. Ouais. Fait que là, je les croise, puis je leur dirais salut, mais eux, c'est comme, il m'est arrivé quelque chose, je suis pas la même personne. Comment qu'ils vont trouver ça? Fait que c'est là. C'est là que je vois qu'il y a un détachement, parce que là, ces personnes-là, vu qu'il y a ce malaise-là, ben il y a juste plus de contact. Puis, tu sais, le regard ne se croise plus, tu sais, quand on passe un à côté de l'autre. Fait que c'est peut-être plus là. Mais bon, c'est pas... je pense pas que ce soit des grosses pertes en soi nécessairement, mais c'est pas du monde significatif. Oui, c'est ça. C'est pas des personnes significatives, mais reste qu'il y a ça. Ouais. Puis j'imagine qu'il y a aussi un peu... parce que ça devient quand même... tout devient plus complexe là, pour faire tes activités. Si tu veux, mettons, aller voir un show, je sais que t'aimes la musique, t'aimes aller voir des shows. Il doit y avoir le danger de s'isoler aussi, puis de vouloir tout le temps rester chez soi. Là. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas nécessairement? Pas nécessairement de vouloir rester chez soi. Plus que c'est tout le temps tellement compliqué parce qu'il faut que tu penses. Ouais. Faut que tu planifies beaucoup. Ouais, faut que tu planifies. Donc, à l'avance, comme je dis, il faut que tu réserves ton transport. Mm-hmm. Fait que faut que tu réserves le transport pour y aller. Mais là, bon, est-ce que l'endroit est accessible? Le 3/4 du temps, les gens vont dire que oui, l'endroit est accessible, mais la définition d'accessibilité, c'est pas la même pour tout le monde. Ouais. C'est accessible, mais il y a une marche. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est pas être accessible s'il y a une marche. Donc là, est-ce que c'est accessible? Est-ce que les cadres de porte sont assez larges pour mon fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a une toilette aussi qui est adaptée, qui est accessible? Fait que là, quand tu t'en vas à quelque part, il faut que tu penses à tout ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est déjà un gros frein parce que là, tu sais, des fois, c'est plus compliqué. Puis là, tu te dis, bon, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis là, on parle de show, ben, tu sais, c'est pas une mauvaise intention des gens, mais nécessairement, quand tu t'en vas dans un show, c'est un peu le free for all dans le sens que les gens sont là, ils font leur fun, puis ils se soucient un peu de qu'est-ce qui se passe alentour. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai vécu des affaires assez spéciales là, dans des shows. Okay. Tu sais, ben moi, c'est sûr que, bon, j'aime la musique qui bouge un peu plus, là. Tu sais, j'aime le metal, le punk, le rock, tout ça. Fait que je me souviens d'être allé voir Billy Talent à la zone portuaire à Chicoutimi. Puis, écoute, les gens m'enjambaient. Les gens, ils me passaient par-dessus pour... Tu sais, parce que moi, j'étais à une place, justement... comme accessible, comme on pourrait dire. Puis il y avait des gens qui me laissaient comme plus de place pour que je puisse voir le spectacle. Mm-hmm. Puis je m'étais comme braqué sur un bloc de béton. Fait que le monde me passait littéralement par-dessus. Tu sais, m'enjambait là, un peu plus, il pouvait s'asseoir sur mes cuisses. Ouais. Puis là, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais juste pas le tour? Puis, fait que, c'est comme ça. Il rentre dans ta bulle. Oui, là, c'est vraiment là. Puis il y avait du monde qui essayait de me sauter par-dessus. Puis tu te dis... fait que c'est ça. Tu es comme confronté à... C'est ça. Quand tu es dans un environnement public, les gens ils sont sur le party. Puis il y a de l'alcool, tout ça. Fait que tu te sens tout le temps la personne vulnérable. Là. Donc c'est sûr que c'est un peu plus difficile pour ça, mais sinon pour les activités, je me limite pas là. Je pense que ça prend vraiment quelque chose de plus. Il y a juste avec mes amis, parce que ça a été long à mes amis de comprendre ma réalité puis le processus là, de dire qu'il faut qu'on sache la veille avant 16 heures pour nos activités. Fait que tu sais, des fois, il arrivait. Puis... il était peut-être spontané. Oui, c'est ça. Ah, à soir, tu viens de souper chez nous. Ouais, il aurait fallu que tu me le dises hier avant 16 heures. Ouais, mais tu sais, on va venir te chercher. Ou bien, on va faire ça. Fait qu'à toutes les fois, oui, il y a d'autres solutions parce que je suis capable de me transférer dans un véhicule normal. Mais sauf qu'à toutes les fois, c'est moi qui écope. Tu sais, c'est moi qui dois faire un transfert. Puis là, quand je fais un transfert, ben, c'est une charge sur mes épaules. Puis c'est un risque de me blesser. Fait que tu sais, c'est tout le temps moi qui est comme... pas négligé là en quelque part, mais c'est ça, c'est tout le temps, la charge est tout le temps supplémentaire pour moi. Fait que venaient des moments où est-ce que là je disais, ben écoute, tu n'y as pas pensé, ben tu le sais c'est quoi ta marche à suivre, fait que la prochaine fois tu le feras, puis fait qu'à quelque part eux ils sont comme, ben c'est juste toi le pire parce que tu seras pas là, mais ou s'ils veulent me voir, fait que tu sais, en tout cas l'intention est bonne, mais c'est ça, c'est ça encore là, c'est ça, c'est de ça revient à l'expérientiel comme tantôt là, c'est ça. La plupart des gens n'ont pas vécu ce que tu vis là, fait que c'est dur. Oui, il y a d'autres solutions, mais c'est parce que l'autre solution elle a une charge X, Y, tu sais, c'est ça. Ouais, elle a des désavantages aussi. Puis dirais-tu que dans ta vision générale de la vie, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Ben, j'imagine là. Je te dirais que c'est tout a changé.
sais, quand t'es confronté à la mort, parce que j'ai passé vraiment proche de mourir à l'hôpital. Fait que quand tu passes proche de la mort, après ça, tu sais, tes convictions. Écoute, t'es allé loin dans mes réflexions, là. Puis tu sais, ça réfléchissait tout le temps. Puis même encore aujourd'hui. Ça va-tu? Ben, tu sais, la conviction, la religion, tes valeurs. Tu sais, écoute, un moment donné, je me suis même dit, bon, mettons que je vais aller dans ma réflexion. Un moment donné, tu te dis, ben, écoute, le suicide, c'est une option par rapport à qu'est-ce que je vis. Puis là, tout dépendamment de ce que toi, tu crois, tu sais, bon, sans nécessairement avoir ça comme croyance vraiment précise, je me suis dit, ouais, ben, si on se réincarne, là, ben, je peux aussi bien revenir dans un corps puis là, naître avec un handicap. Fait que ça serait quoi la plus-value de partir d'un corps handicapé pour retourner où je pourrais renaître dans un pays du tiers-monde ou, tu sais, peu importe, dans des conditions qui sont pires ou avoir une autre espèce de maladie, tu sais. Fait que tu sais, tout dépendamment qu'est-ce que tu réfléchis, tu te dis, bon, ça vaut-tu vraiment la peine après ça? Fait que, tu sais, c'est de repenser à toutes ces affaires-là que tu te poses des questions des fois. Après ça, tu sais, bon, j'ai jamais, je trouvais, quand il y a eu l'époque du YOLO, là, tu sais, you only live once, puis fais tes propres, tes affaires, puis let's go. Profite de la vie. Profite de la vie au max, puis tout. Ben là, à un moment donné, je me suis dit, Colin, je me limitais dans plein d'affaires, puis j'étais là, tu t'as pas compris, là, tu sais, tu viens de vivre possiblement la mort, puis tout ce que tu aurais pu faire avant, tu l'as pas fait, puis là, ben, on s'entend qu'avec mes limitations, il y a bien des choses que j'aurais faites avant que là, je peux plus faire. Fait que là, tu te dis, bon, là, tu vas-tu en profiter ou, mais, tu sais, il y a d'être vraiment mis au pied du mur, puis il y a de dire, ouais, il faut être réaliste aussi à le faire, là. Fait qu'en tout cas, un moment donné, j'étais comme, tu sais, speak your mind, quand t'as quelque chose derrière la tête, pourquoi tu te laisses avec cette idée-là, dis-le puis fais-le, parce que tu le sais que tu sais, dans la vie, ça tient juste à un fil. Fait que, en tout cas, mais ça, j'étais encore... de priorité aussi, sûrement changé. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être moins de... T'as-tu moins de... Comment dire, d'appréhension ou de... T'hésites-tu moins quand t'as une idée, t'as de quoi tu veux faire, est-ce que tu fais comme... Ben, go for it. J'aimerais vraiment ça. Ça. Mais j'ai une personnalité qui est un peu plus réfléchie, puis tu sais, je suis pas capable de partir sur un coup de tête, là. Tu sais, il faut vraiment que j'analyse les situations beaucoup. Ouais. Mais je travaille là-dessus, puis j'ai beaucoup travaillé, là. Je suis un peu plus, là, mais ouais. Mais en même temps, ça fait partie... il faut que tu planifies aussi, parce que la réalité, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, non, c'est ça. Mettons que je voudrais partir en backpack, voyage, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Backpack, let's go, on s'en va en Europe. Tu fais des voyages depuis ton accident? Ouais, ben je voyage principalement grâce au sport, là. C'est le sport qui me fait voyager beaucoup, là. T'es allé où? Ben... Ça va être ma 3e année qu'à tous les hivers, je vais faire des camps d'entraînement en Floride. Donc là, je pars à la fin du mois. Après ça, je suis allé en Arizona aussi. La prochaine destination, c'est la Suisse. Ce printemps, ouais. Cool. Fait que c'est ça, on se promène un peu. Cool. Ça, c'est quelque chose que j'aurais difficilement pensé. Voyager. Ah ouais? T'étais pas un fan de voyage? Non, mais je veux dire, avec mes limitations. OK. Ouais. Non, ben, je suis allé au Pérou avant. Fait du chemin, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais quelqu'un avide d'émotions fortes puis de challenge, là. Fait que, tu sais, j'étais allé au Pérou avant, puis, tu sais, j'avais une liste de destinations puis de projets, là, qui devaient être réalisés. OK. Mais c'est ça, avec le sport puis mes limitations, j'aurais jamais pensé que... Mais tu sais, encore une fois, c'est sûr que ça demande de la planification, ça demande du support, ça demande de l'aide, mais... Puis c'est en avion, y a-tu des... Ben, en avion, c'est... des bonnes mesures adaptées dans les avions? Quand même, ouais. Je pensais pas que c'était bien structuré comme ça. Ouais. Ils font ce qu'ils peuvent aussi, parce qu'on s'entend qu'un avion, c'est un avion. L'espace est restreint. Ouais, c'est ça. Mais non, à date, j'ai des bonnes expériences. OK. Ouais. Puis là, tu t'en vas en Suisse pour une compétition? Ouais, pour une compétition. Okay. Bon, si ça se passe, parce que là, présentement, on est un peu en état d'alerte mondiale dû à ce super COVID-19, dont la Suisse, que jusqu'à maintenant, on bannit toute activité de rassemblement. Ce qui fait en sorte que la compétition, pour le moment, on ne sait pas si elle va avoir lieu. Ouais. C'est quand, ça? C'est à la fin du mois de mai. Fin mai, début avril. Fin mai, début avril, ça va bien. Fin mai, début juin. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Fait que c'est quoi exactement la compétition? Ben, en fait,
sur le circuit de... Il appelle ça le Grand Prix. Ouais, c'est ça. Le circuit Grand Prix, pardon. Il y a plusieurs destinations. Donc, c'est avec le World Para Athletics. Okay. Donc, c'est un circuit que tu peux faire. Tu as plusieurs invitations, puis tu choisis les invitations que tu veux. Tu peux toutes les faire si tu veux. Moi, j'ai sélectionné la Suisse parce qu'en termes de timing, les autres sont pendant l'hiver, mais nous autres, ici au Québec, puis aussi au Saguenay, on n'a pas de piste intérieure de 400 mètres, ce qui fait que je peux pas m'entraîner sur piste. Donc, tous les aspects techniques plus spécifiques, je les entraîne juste au printemps, quand la neige fond, pour qu'on ait accès aux pistes. Ce qui fait que toutes les compétitions, vraiment dans la saison hivernale, je suis pas vraiment en mesure de pouvoir y participer. Ouais, puis si tu y participes, tu vas être désavantagé dans le fond. C'est ça, tu sais, je serai pas prêt, puis c'est vraiment des coûts qui sont élevés, là. Tu sais, quand tu parles d'une compétition internationale, là... T'as-tu du support ouais, j'ai du financement, mais je vais juste finir ce point-là, puis je vais venir sur... Donc, c'est pour ça que je prends cette compétition-là qui est en Suisse cette année. Puis en plus, les gens qui sont dans ma catégorie de compétition sont principalement en Europe. Donc, probablement qu'il va y avoir beaucoup de compétiteurs qui vont être là. Okay. Versus d'autres compétitions qui se réaliseraient ailleurs. Fait que, tu vas pouvoir te comparer aussi à d'autres... Oui, c'est ça. Je vais pouvoir vraiment rivaliser contre les athlètes qui sont dans ma catégorie. Mm-hmm. Ce que j'ai pas la chance de faire là, si je me reste plus dans les Amériques. Là. OK. Puis c'est ça. Ouais, fait que c'est ça, le financement. Ben, moi, depuis que j'ai été recruté par Athletics Canada, j'ai été reconnu comme potentiel. Donc là, ils m'ont vraiment mis dans un programme avec eux. Fait que là, moi, j'ai une agente avec Athletics Canada qui fait mes suivis. Après ça, j'ai du funding avec eux. Puis aussi Parasport Québec, qui est l'organisation sportive en para, qui elle aussi me suit. Puis là, avec eux, je suis rendu athlète cardé élite. Donc là, eux aussi, j'ai du support financier là, qui m'est donné. Ouais. Okay. Fait que c'est principalement là. Ah ouais, vraiment. Parce que, tu sais, comme là, le camp d'entraînement, juste l'inscription, c'est 1 000 $. Après ça, t'as l'avion, t'as l'hôtel, t'as les repas. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même des frais. Fait qu'on parle d'un camp d'à peu près 3 000. Puis là, ben moi, il faut que j'invite aussi mon entraîneur. Fait qu'il y a les dépenses de l'entraîneur aussi qui sont là-dedans. Fait que, tu sais, ça va vite. Ça va vraiment vite. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené à faire ce sport-là, le para-athlétisme? Ouais. Le para-athlétisme, moi, en fait, je me cherchais vraiment un sport parce que, bon, j'ai été sportif, puis ça restait... Ça te manquait? Ouais, ça me manquait, puis la santé aussi, tu sais. D'être dans un fauteuil roulant, ça a vraiment des grosses conséquences sur la santé. Donc, il fallait que je trouve quelque chose là, pour essayer de diminuer les effets négatifs, puis aussi, c'est ça. Donc, il y a eu une annonce qui s'est affichée ici, comme de quoi qu'il y avait à avoir un recruteur d'Athletics Canada qui était de passage au Saguenay, qui était là telle date, telle heure, fait qu'il recrute, présentez-vous, puis donc là, j'ai pas pu me présenter parce que je pense que j'avais de l'école ou de quoi de même. Puis cette personne-là avait entendu parler de moi par d'autres personnes, par la bande. Fait qu'il m'a contacté personnellement, puis il m'a dit, ben écoute, moi j'étais là de telle heure, puis je repartais là, mais il dit, moi je vais retarder mon départ pour venir te rencontrer chez vous. Il dit, j'amène l'équipement, puis on jase. Fait que ça a commencé de même, puis là il est venu. Mais t'en avais jamais fait? J'avais jamais rien fait, non, pas du tout. Puis il avait entendu parler de toi comment? Ben lui, il habite à Sherbrooke, puis moi j'ai étudié à Sherbrooke, puis quand j'ai eu mon accident, il y a des gens qui me connaissait, qui le connaissait, puis que là, il y a eu cette information-là. Puis quelques années plus tard, là, il a vu mon nom, puis il a dit ce nom-là me dit quelque chose. Fait que là, il a fait le lien, puis il a dit lui, il était gymnaste, lui, c'était un athlète. Fait que là, il s'est dit OK, il y a un potentiel, donc je vais aller voir. Étant donné que tu avais une expérience sportive, là, ça ajoutait un petit quelque chose. Voilà. Là. Parce que Athletics Canada, ils sont vraiment en recrutement dans le domaine du para parce que il y a il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a un manque, là. Ils cherchent des athlètes parce qu'ils veulent augmenter là, leur potentiel. Ouais. Donc, c'est parti de ce programme-là, de ce projet-là. Fait que t'as-tu été recruté avant même d'avoir commencé? T'as été recruté avant même d'avoir commencé à faire ton sport. C'était, on te laisse un fauteuil, ça. Là, il fallait trouver un entraîneur aussi. Ouais. Puis une place pour s'entraîner. Lui, il a fait des démarches. Il a regardé où est-ce qu'il y avait des clubs d'athlétisme ici au Saguenay. Puis il a contacté la coach des Inups, donc de l'équipe universitaire ici à l'UQAC. Puis elle a dit,
dites-moi c'est quoi ça implique, puis OK, j'embarque. Fait qu'on s'est rencontrés, on a discuté des objectifs, tout ça, puis dans le fond, ça s'est fait à l'automne. Après ça, en février... Non, c'est pas... ça s'est fait... Ouais, non, ça s'est fait début de l'automne. Ouais, voilà. Là, on a commencé à s'entraîner seulement en musculation puis tout ça, sans toucher vraiment au fauteuil. Pendant toute l'automne, une partie de l'hiver. En février, j'ai été invité à mon premier camp c'était un camp, ils appellent ça le Development Squad. Fait que c'était un camp de développement. Okay. Donc là, on allait là, puis là, c'était vraiment de l'initiation. Fait que là, c'est là un peu plus là qui t'évalue, là. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis rendu là. On a fait des examens pour voir dans quelle catégorie que je serais placé. Ils m'ont mis dans un fauteuil, j'ai roulé. Puis là, il était quand même assez surpris de ce que j'étais capable de livrer. Fait que là, à partir de là, ben ça s'est enclenché. Ils m'ont mis dans le programme de développement. Fait que là, après ça, j'étais comme avec mon agent. Puis, ouais. OK. Puis, étant donné là, que tes mains sont paralysées, tes bras sont-tu paralysés ben, ou en partie? Ouais, moi, en fait, comment ça fonctionne, c'est... Mon niveau, c'est C6, C7. Donc, j'ai un niveau moteur C6. C6, ça veut dire que mes biceps sont fonctionnels à 100%. Okay. Puis mes extenseurs des poignets. Puis mes épaules. Okay? Puis en montant, c'est correct. Par rapport vraiment au reste des trucs, mes triceps sont paralysés en partie. Ils ont un peu de contraction, mais tu sais, ils n'ont pas de force tant que ça dedans. Okay. Après ça, mes muscles pour fléchir le poignet sont paralysés aussi. Puis tous les muscles dans ma main. Ce qui fait en sorte que pour la propulsion, là, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Donc, en parathlétisme, nous, on a la chance d'avoir un programme qui est vraiment découpé selon des catégories d'handicap. Fait que quand tu compétitionnes juste avec du monde qui ont les mêmes handicaps que toi. Ouais. Fait que toi, tu forces avec tes biceps pas mal, c'est ça? Fait que moi, ma technique, elle est vraiment différente d'un autre athlète qui va être en fauteuil roulant parce que, dans le fond, nous, on est la catégorie 51, que c'est comme le plus d'handicap, pas de triceps. Puis 52, ils tombent avec des triceps. Fait que eux, toute la propulsion, tout est différent. Là. Fait qu'on est vraiment une petite classe à part. On peut pas comparer. Là, on peut pas comparer, mais malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que en 51, on est très peu dans le monde. 52, un petit peu plus. Fait que souvent, ils combinent les deux. OK. Les deux catégories quand il y a des compétitions et des événements. Comme là, pour les prochains JO, le 100 et le 200 mètres, c'est individuel 51, puis le 400 mètres, il est regroupé avec les 52. Ce qui fait que les chances... Ouais, ben c'est ça, c'est un peu plate parce que c'est un résultat qui est quand même pris en compte, fait que toi, tu commences désavantagé. Ouais. Puis là, tu as déjà battu, là j'avais noté ça, tu as déjà battu 4 records canadiens, je pense. Ben en fait, depuis 2 saisons, c'est moi qui refais tout le temps les marques des records canadiens. Fait que je me bats tes records, dans le fond, ouais, c'est ça. Je me bats à toutes les fois. C'est sur 3 parce que moi, je fais le 100 mètres, le 200 mètres puis le 400 mètres. Fait que à toutes les années, je refais les marques sur ces 3 distances-là. Puis qu'est-ce qui explique, selon toi, l'ascension rapide? Ben, la première raison, en fait, c'est que des 51, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, de 1. Juste pour te dire, on est 2 au Canada. Puis on doit être... On est une vingtaine... Peut-être un peu plus vers la trentaine dans le monde. OK, quand même. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Ouais. Les raisons pour ça, c'est que, de un, les gens qui ont ce handicap-là, qui sont capables de jumeler entraînement de haute performance et activité de la vie quotidienne est très limitée. Donc, déjà là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette capacité-là. Ouais. Puis des gens qui vivent aussi avec une tétraplégie de ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Ça ne court pas les rues. Donc, c'est ce qui explique un peu pourquoi il n'y a pas beaucoup d'athlètes. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce qui explique l'ascension rapide? Ben, c'est ça. J'imagine ton background sportif t'a probablement aidé d'une certaine façon. Mais sauf qu'actuellement, au Canada, il n'y avait pas eu des grands athlètes de cette catégorie-là, ce qui fait que les temps, je les ai battus assez rapidement. Mais pourquoi est-ce que... Parce que, bon, on est 2, fait qu'on compétitionne un contre l'autre nécessairement. L'autre athlète, lui, il a 1 an ou 2 d'expérience plus que moi. C'est lui qui m'a initié. C'est lui qui m'a vraiment mentoré, coaché. Fait que, tu sais, c'est un peu...
Puis tu l'as battu après. Ouais, c'est ça. Je te dirais que il y a eu la première saison où est-ce que, bon, j'étais nouveau, là, j'étais un petit newbie, fait que c'était un peu normal. Mais la saison d'après, là, j'ai vraiment eu des bons temps. Donc, je pense pas nécessairement que ce soit l'entraînement parce que nous, on est parti de zéro, là. Mm-hmm. Moi puis mon entraîneur, on connaissait nullement ça. Puis même au Québec, il y a personne d'autre. Là, on est rendu comme la sommité en entraînement des 51. Fait que là, maintenant, il y en a eu des nouveaux. Comme l'été passé, il y a une jeune fille qui s'est initiée. Fait que là, ils sont venus nous voir pour avoir des conseils. Fait que même nous, on est parti de rien puis on s'est rendu là. Fait que ça, c'est quand même gratifiant puis c'est cool de voir ça. Vous êtes en train de développer une expertise, développer de quoi, là? C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on crée? Ben, c'est comme le précédent pour le reste du Canada, un peu, là. Fait que c'est motivant. Cool. Ouais. Puis j'ai perdu une de mes questions, mais non, c'est ça. Puis j'ai lu que tu disais, je pense que c'est une publication Facebook, t'avais dit ton objectif, c'était pas d'avoir ton nom dans des livres de records, mais plutôt de te dépasser toi-même. Ouais. Puis c'est ça, je trouve que ça exprime bien parce que, en fait, c'est ça, c'est de repousser tes limites, là. Ouais. Puis, toi, qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte depuis que tu fais ce sport-là? Ah, ça m'apporte énormément sur plein de points de perspective. Premièrement, ben, le para-athlétisme, c'est une communauté incroyable. Tu es juste avec des gens qui vivent les mêmes réalités que toi, fait que tu peux juste échanger. Puis t'es pas dans le handicap, t'es dans la performance. Fait que quand t'es avec eux autres, t'es avec des athlètes qui ont... Tu sais que eux autres, leur objectif, c'est tu sais, la vie avec le handicap, c'est plus là. Tu sais, c'est comme le handicap, il est mis derrière. Puis maintenant, c'est la performance. Fait que qu'est-ce qu'ils vivent avec leur handicap, c'est... Je peux pas dire c'est grandiose, mais tu sais, c'est comme... Quand t'es avec eux, là, t'es ailleurs. Là, fait que de voyager puis d'avoir ces expériences-là, c'est incroyable. Ouais. Après ça, ma première fois, justement, quand je suis allé au camp de développement, la première personne qui m'a accueilli, c'est Diane Roy. Fait que là, elle est là, puis elle dit « c'était qui ce vieux bolide jaune-là? » Puis là, c'est à moi, puis non, fait qu'on jase. Pour me rendre compte, après ça, dans une rencontre qu'on a, alors on est très fiers d'accueillir à notre camp cette année Diane Roy, 5 fois médaillée aux Paralympiques. Fait que là, je suis comme, OK. Et elle vient de me parler comme ça. Fait que, tu sais, là, d'être en contact puis d'avoir un réseau avec des athlètes paralympiens, ça, c'est incroyable. Fait que, en tout cas, ça, il a fallu que je me pince souvent, là. Tu sais, j'étais comme, OK, cette personne-là est rendue dans mon réseau puis je m'entraîne avec elle, je compétitionne avec elle puis avec d'autres. Là, c'est elle comme exemple. Mais, fait que ça c'est vraiment... ça, au début, je trouvais ça fou, là. C'est probablement pas de quoi que tu aurais pensé 6 mois après ton accident, que tu allais retourner faire des compétitions. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, d'être accompagné puis supporté par ces personnes-là aussi, là. En plus, c'est eux qui t'ont trouvé puis qui ont vraiment... c'est ça. Tu as eu vraiment de l'aide dans tout ça. Puis c'est ça, ces athlètes-là aussi, ils se prennent pas pour... personne d'autre, là, ils sont vraiment terre à terre, puis ils se gênent pas de te donner des trucs, puis tout. Fait qu'en tout cas, ça plus c'est dans vraiment... le plaisir. Ouais, vraiment. Performance, mais plaisir en même temps. Là. Fait que eux, un des aspects, c'est ça, c'est de ne plus vivre avec le handicap, mais tu sais, d'être en performance. Fait que là, parce que souvent, quand on est une personne handicapée, c'est tout le temps mes limitations. Je suis plus capable de faire ça, je suis plus capable de faire ça. Mais là, quand tu fais de la course... Tu changes ton attention. Ben oui, là, ton attention, c'est... Oui, ton attention, c'est... Écoute, j'ai réussi à faire plus. J'ai réussi encore à faire plus. Là, tu es en performance, là, tu es en gain. Fait que là, tu te dis... Jusqu'où je peux aller. Oui, c'est ça. Donc là, mes capacités, tu sais que oui, tu as des limitations, mais tes capacités augmentent. Fait que là, le rapport est vraiment différent. Donc, il y a ça. Là, après ça, il y a tout aussi l'aspect d'autonomie. Parce que voyager, comme je dis, j'aurais jamais pensé ça avec ma condition, mais là maintenant je suis appelé à voyager, fait que là je me découvre beaucoup, puis là j'apprends sur ma personne, je développe des techniques, fait que ça c'est un autre côté aussi. Après ça, l'aspect aussi mental, parce que moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de m'entraîner, fait que ça c'est un gros plus aussi. Fait que c'est tous ces aspects-là en fait qui sont venus me rejoindre. Puis là, t'as-tu encore dans les Olympiques 2020, si tu mis de côté ça, ou tu vises-tu 2024 en ce moment, ou t'as encore une chance en 2020? Avec le programme, comme je suis
placé présentement. L'objectif avec l'agente aussi que j'ai, c'est vraiment 2024. C'est comme, en 2024, t'es là. C'est officiel, t'es là, on t'amène là. 2020, c'était 0 sans map. Puis même qu'avec l'Athlétisme Canada, je suis pas sûr si c'est tant sans map que ça. Eux, je pense pas qu'ils me reconnaissent tant de ça. J'ai un peu, je veux dire, j'ai une belle relation avec eux autres, là, mais l'organisation québécoise mise beaucoup sur moi versus Athlétisme Canada. Okay. On dirait que je suis un peu le underdog, là, parce que c'est sûr que oui, effectivement, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je pense que j'ai quand même fait une ascension qui est marquée, là. Mais en tout cas, bon, eux, ils ont peut-être pas la même vision des choses, on va dire. Donc, il va falloir que tu leur forces la main. Oui, c'est vraiment ça. Donc, au début, 2020, c'était comme c'était le dream, là. Quand j'ai commencé à m'entraîner, au début, on était 3, puis on s'appelait l'équipe 2020, là. On visait les Jeux paralympiques de 2020, puis c'était vraiment ça, là. Mais l'automne dernier, j'ai fait le processus pour faire partie de l'équipe pour les championnats du monde. Donc, les championnats du monde avaient lieu en novembre à Dubaï. J'ai fait le processus. Dans le fond, j'avais les temps, t'avais des standards, moi je les avais atteints. Fait que j'ai appliqué, j'ai mis mon nom dans le pot de l'athlète, puis j'attendais de voir qu'est-ce qui allait arriver. Puis eux, ils ont des algorithmes, puis un processus de sélection en fonction de ton rang mondial, après ça en fonction de ton rang au Canada, puis tout ça. C'est pas juste un facteur. Ouais, non, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Fait que là, eux autres, ils te mettent en position en fonction de tout ça. Puis, ils envoient des rapports, mettons... en fonction de l'évolution des temps des gens. Fait que là, il envoie des ébauches. Donc là, c'est la première ébauche, la deuxième. Fait que là, vient la deuxième ébauche, puis là, je suis comme 40 sur 35. Fait que là, je me dis, tabarouette, c'est fou. Là, on reçoit un autre courriel. Il retranche 6 places. Donc, au lieu d'être 7 places. Fait qu'au lieu d'être 35 sur l'équipe, maintenant, c'est 28. Là, je me dis, bon, mes chances sont parties. Fait que, en tout cas, c'est correct. Et que là, il vient une compétition que j'ai à la fin du mois de septembre. Puis il y a un coach qui vient me voir, il dit il reprenait les 7 de plus, puis tu étais dans l'équipe. Là, je dis ah ouais. Il dit t'as pas vu la dernière ébauche? Je dis non, pas vraiment. Et il dit t'es genre 35, 34. Là, je dis ah ouais, ok. Puis là, finalement, l'ébauche finale, la composition de l'équipe, 28e sur 28. Fait que je fais partie de l'équipe pour les championnats du monde. Mais là, je regarde l'autre nom, puis on est 2 à la 28e position. Fait que là, je me dis, il y a un bug, quelque chose. Fait qu'en tout cas, là, je me dis, tabarouette, je fais partie de l'équipe. Puis là, ils font l'annonce, puis mon nom n'est pas dans l'équipe. Fait que là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on était ex-aequo en 28e position, puis là, le comité s'est penché sur les dossiers. Et là, ils ont dû faire une sélection pour les 2 athlètes ex-aequo, puis ils m'ont pas sélectionné, ils ont choisi l'autre athlète. À un cheveu. À un cheveu. Fait que là, très découragé, mais en même temps, j'avais jamais aspiré à faire les championnats du monde cette année-là. Mais ce que ça me dit, c'est les jeux, finalement, c'est vraiment possible si je mets les efforts. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, tantôt, je parlais de l'université. Ben moi, j'ai vraiment clarifié avec mon directeur de maîtrise. D'un, si j'allais au championnat du monde, ben à l'automne, je mettais bien des affaires de côté. Puis là, maintenant que je sais que j'ai une possibilité pour les jeux, ben j'ai toutes mis mes chances de mon bord. Fait que là, j'ai vraiment augmenté l'entraînement d'intensité puis de volume. Avant, l'année passée, à pareille date, je m'entraînais 2 fois semaine. Là, j'étais à 4 fois semaine. Fait que là, l'intensité est là, le volume est là. Mais là, t'as encore une possibilité pour 2020 ou... Ben, en fait, c'est ça. Les championnats du monde, c'est un événement. Là, il y a les Jeux qui est un autre événement. Comment? Ben, c'est ça, la sélection. Merci, je cherchais le mot. J'avais juste qualification, mais ça aurait fait aussi. La sélection a lieu à la fin du mois de juin. Okay. Donc, du 25 au 28 juin. Ça, c'est la sélection. Fait que c'est là. Tard quand même, les Jeux, c'est. Les Jeux sont à la fin du mois d'août. Ouais. Okay. Pour nous, là, le para. Ouais. Fait que oui, c'est quand même tard, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est là que ça passe, ça casse. Donc. OK, c'est une compétition qui va faire... c'est un événement, c'est les championnats canadiens, puis au cours des championnats canadiens, c'est la sélection pour les Jeux. Ben, fait que là, tu vises encore ça. Je pense pas que ça soit une sélection exactement basée seulement là-dessus. Je pense qu'il va y avoir aussi encore un autre processus. Là. Parce que c'est comme pour les championnats du monde, au dernier championnat canadien, c'était comme les premiers. Quand tu étais premier dans ta catégorie, tu avais ta place assurée pour l'équipe. Puis là, après ça, tu avais l'autre partie qui était une sélection. Fait que sensiblement que ça va être une autre affaire comme ça. OK, ouais.
T'es pas au courant exactement en ce moment. Mais tu sais, comme là, présentement, j'ai les standards demandés pour les Jeux paralympiques dans ma catégorie. Mais les standards sont ridiculement très, très, très bas. Là. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme 28 secondes sur le 100 mètres, puis ça, je faisais ça quasiment ma première année. Là. OK. Fait que, tu sais, là, je suis abaissé à 25-11. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment... Les standards sont vraiment faibles. Puis là, il y a aussi toute la question de est-ce que les Jeux vont avoir lieu là, oui, c'est ça, cette année. Ça. Là, ouais, on va savoir ça d'ici quelques mois. Ouais. Fait que c'est un peu... c'est ça. C'est un peu triste, mais en même temps, tu sais, je me dis... J'étais pas dû pour y aller. Fait que, bon... C'est peut-être juste... C'est comme pas en ton contrôle. Là. Oui, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est comme plate parce que peut-être tu vas genre tout donner, tu vas pouvoir y aller, mais finalement, il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Ouais, toute la préparation que je vais avoir faite. Mais ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça. Faut que tu te concentres sur ce que tu contrôles dans le fond. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, les jeux, ça serait vraiment une plus-value. Pour revenir un peu à tes études. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire exactement plus tard? Ce serait quoi ton métier de rêve? De rêve, c'est une très bonne question. Tu sais pas encore? Non, je ne sais pas encore. C'est ça que je suis bien embêté. Excusez. J'ai bien des projets dans la vie. Alors, je vais en mettre là, tu sais. J'ai bien des projets. Mais là, de m'arrêter vraiment à un projet puis de dire ça va être ça, j'ai bien de la misère. Ouais. C'est sûr que la recherche, j'aime bien ça. Mais là, de me rendre vraiment au doc, puis pour dire que, tu sais, peut-être la recherche comme carrière, je vais voir avec la fin de ma maîtrise, en fait, là, parce que là, je commence. Je n'ai pas fait de rédaction encore vraiment, puis tout, fait que je vais laisser les choses aller, Mais, tu sais, la carrière universitaire, la carrière dans le milieu scolaire, ça m'intéresserait quand même. Aussi, ouais. Tu sais, j'ai toujours eu en arrière de ma tête l'enseignement comme projet. Tu sais, je m'étais dit... quand j'ai fait ma technique en réadaptation ou quand je suis en ergothérapie, en fin de carrière, l'enseignement, ça serait cool. Mais je me disais que ça serait une belle avenue. Fait que il y a ça. Sinon, c'est sûr que j'ai comme projet, c'est sûr que je regarde la pertinence puis la possibilité de monter quelque chose justement avec le parasport ici au Saguenay. Okay. Tu sais, de monter une organisation pour prendre en charge, justement, le sport pour les personnes en situation de handicap, mais de performance. Okay. Mais là, il faut vraiment voir est-ce qu'on a les ressources pour ça, puis est-ce qu'on a le bassin. Là. Mais tu sais, parce que comme moi, quand je suis arrivé, je voulais faire du parathlétisme, mais je vais où? Fait que là, on a trouvé mon entraîneur, Anne-Marie, puis on avait trouvé la possibilité avec les Inuks, mais il y en a peut-être là, qui aimeraient ça faire du sport, mais bon, il n'y a pas d'organisation. C'est ça, il n'y a pas d'organisation qui peut les mettre en contact avec des organismes. Par exemple, je sais pas, moi, je voudrais faire du paranatation, où est-ce que je vais si je veux en faire? Moi, je pourrais être un organisme qui dit, écoute, nous, on a une entente, on a un entraîneur qui est formé, donc, de un, je pourrais donner les ressources aussi au club pour qu'il y ait la formation, puis l'information. Tu vois ça au Saguenay spécifiquement, ou moi, je vois ça au Saguenay parce qu'en fait, il y en a pour pas mal chacune des régions. Okay. Chaque région, pas mal sont... il y a Parasport qui est comme vraiment... Québec, le grand organisme. C'est ça. Donc, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, ils m'ont fourni un fauteuil roulant de course, ils m'ont fourni d'autres matériels que j'avais besoin. Mais, puis c'est sûr que oui, ils donnent un petit coup de main, mais je pense que ça serait le fun d'avoir vraiment l'organisation ici qui est comme vraiment en connaissance de cause, puis en connaissance de qu'est-ce qui se donne, là. Et qui ferait vraiment le pont entre... les athlètes, les possibles athlètes, puis les organisations sportives. Fait que ça, j'aimerais ça, mais tu sais, ça serait plus un OSBL. Est-ce que ça peut devenir assez gros pour dire que ça devient un emploi à temps plein versus juste quelque chose qui est là? Ouais. Fait que tu veux vraiment, dans pas mal tout ce que tu fais, c'est de valoriser je suis pas mal les personnes qui ont des handicaps, rendre les choses plus accessibles, briser peut-être aussi des mythes, des préjugés. Effectivement, tu sais, je pense que je veux pas dire que je suis tombé dans le cliché là, mais tu sais, je pense que quand t'es pas proche de quelque chose, des fois tu t'es pas sensibilisé. Comme, mettons, si t'as pas vécu le cancer dans ta famille, c'est plus difficile d'être sensibilisé à cause du cancer, par exemple. Fait que, tu sais, là, de vivre la situation de handicap puis de voir les problématiques, les injustices, les inéquités puis tout ça, puis de le vivre aussi, tu sais, ça te mobilise bien plus
D'amener ça, le truc expérientiel, là, amener ça dans des écoles primaires. Ouais, effectivement. Ça, il me semble, ça serait... Ben écoute, les jeunes, là, eux autres, moi, mettons là, que je suis avec mes petits cousins puis mes petites cousines. Ils doivent te poser des questions. Ah ouais, tout le temps. Ils me posent tout le temps des questions. Puis moindrement que je m'envoie de mon fauteuil, ben la première chose, est-ce que je peux l'essayer? Mm-hmm. Puis là, les parents, ben non, allez-y, prenez-le, le fauteuil, et comprenez, tu sais, s'ils vivent pas, ils sauront pas comment c'est dur. Les autres, ils trouvent ça bien hot, ils sont là, oh yeah, j'étais avec mon fauteuil puis je fais des wheelies. Fait que les autres trippent, mais je dis, ouais, va donc faire un petit tour, là. Faisant longtemps, voir. Ouais, c'est ça. Puis là, ouais, mais là, pour aller à la toilette, c'est tannant, puis tout ça. Puis là, ils font. Fait que, tu sais, c'est. Juste de le vivre, là. Oui, c'est ça. De ramener ça à une autre perspective pour eux autres. Je pense qu'on va venir vers la conclusion. Moi, j'ai un autre podcast tantôt. Je participe en tant qu'invité à un autre podcast à Alma. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur au plan personnel, professionnel et athlétique aussi? Ouais. Ben écoute, professionnel, je pense que c'est de me trouver. Dans tout, tu sais, tantôt je parlais qu'il a fallu que je me réinvente puis que, tu sais, dans toutes les sphères de ma vie. Puis la sphère professionnelle, je pense que c'est vraiment la sphère que je trouve encore même la plus dure parce que, pas que la kiné, j'ai jamais aimé ça parce que ça me rejoignait quand même, mais je te dirais que c'était pas mal le dernier plan dans toute ma liste. Mm-hmm. Moi, j'étais passionné des sciences de la réadaptation, physio, ergo, c'était ça. Même, j'aurais aimé ça aller en médecine. Puis, cet aspect-là professionnel, j'ai vraiment trouvé ça difficile de le mettre de côté. Fait que là, je commence là, à trouver un petit peu ma tasse de thé, ma place dans ce monde-là. Fait qu'en fait, je la crée. Fait que je pense que qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment de la trouver là-dedans puis de le développer à ma couleur puis comme j'aimerais l'avoir. Au niveau sportif, ben écoute, je pense que c'est d'avoir une très belle saison. Peut-être des jeux, c'est ça serait cool. Mais l'idée cette année, c'est d'améliorer mes temps beaucoup puis de vivre des belles expériences parce que, la Suisse, ça va être mon premier voyage en Europe. Puis c'est une compétition qui est quand même beaucoup d'envergure, là. En fait, c'est 2 ou 3 événements en 2 semaines. OK. Fait que t'es là 2 semaines? Ouais, c'est ça. Tu vas avoir le temps de visiter un peu en même temps? C'est parce qu'on se promène, tu sais, dans le fond, on fait une compétition à une place. Non, c'est pas vrai. On arrive, on a un camp d'entraînement de quelques jours. Après ça, on s'en va à une place pour une compétition. On se redéplace pour une autre compétition. Fait beaucoup d'entraînement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un gros événement. Fait que, ouais. Ça, puis personnel, ben écoute, que les projets que j'ai en tête et etc. peut-être se réalisent, se concrétisent. Puis c'est ça, j'ai bien de la misère aussi. Moi, je suis bien opportuniste, là. Fait que tout ce qui passe, je saute dessus. T'as de la misère, tu vois pas trop loin, là. Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, c'est que là, il y a plein de choses, mais j'ai de la misère à dire sur quoi je focus parce que maintenant, il faut que je prenne les décisions là, de me concentrer sur un aspect seulement. Absolument. Ouais, fait que c'est ça. D'être un peu plus... pas juste opportuniste, mais aussi d'aller voir plus loin la plus-value de chacun de ces... de ces projets-là. Ben moi, je te souhaite d'en profiter aussi, profiter de chaque compétition, parce que j'imagine à chaque fois, c'est... à chaque fois, c'est comme, quelque chose. Hein. C'est de quoi que t'attendais pas nécessairement. Vraiment. C'est comme un beau cadeau, là. Ouais. Puis merci d'avoir été là. Écoute, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir. Puis je pense que t'as pas de page d'athlète. Non, j'ai pas de page d'athlète. Non, effectivement, j'y ai pensé. Je ne sais pas trop si... Pour le moment, c'est pertinent. On verra éventuellement. Mais sinon, il y a mon Instagram que d'habitude, je mets quand même plus mes affaires sportives sur mon Instagram. Fait que si les gens, ça leur tente de venir me suivre sur Instagram. Parfait. C'est quoi ton... Mon Instagram, c'est usam.bolt. Fait que c'est ça, usambolt. Très bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Fait que merci. Ben, merci à toi. Puis j'espère que vous allez apprécier ça. Yeah.